séquence sur les années de la Première Guerre mondiale. Nous allons commencer avec ce que Paul Goff a préparé, mais Paul Goff ne peut pas être là. C'est donc Glenn Williams. Pardon, j'ai dit une bêtise, je recommence tout. C'est Nigel, je ne connais pas votre nom, Wells, excusez-moi, Nigel Wells, qui, au pied levé, pratiquement, va reprendre ce que Paul Goff a préparé. J'en profite déjà pour dire juste un mot sur vous, Nigel Wells, bien que ce ne soit pas vos propos, en quelque sorte. Mais donc, vous présidez, c'est ça, Trinet? Vous êtes dans Trinet. Non, vous ne présidez pas, vous êtes dans Trinet. Voilà, dans Trinet. Dites-en un mot, juste. Donc, j'habite à France. J'adore les allées parce que j'habite sur une allée. Et je suis l'Australien de coin quand les Trinet veulent installer une avenue en France pour le centenaire. C'est moi qui ai un peu l'intérimaire dans cette chose-là. Et ça s'explique pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, vous allez tenir les propos de Paul Goff. On va d'abord voir un tout petit film de 3 minutes, parce que Paul Goff est notamment artiste, peintre, écrivain et autres. Et dans le petit film, on va voir le côté artiste de Paul Goff. Et puis, Paul Goff, il est aussi vice-chancelier, directeur exécutif et administratif et vice-président de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne. Et Paul Goff dirige aussi la faculté de Design and Social Context. Et il est aussi donc artiste animateur. Donc on commence par le petit film et ensuite on écoute les propos de Paul Goff. So I've been working on drawings that have been inspired by the Western Front for over 20 years. Je travaille depuis 20 ans sur des dessins. Quand j'étais étudiant notamment, je faisais énormément de dessins de paysages. Et par la suite, j'ai essayé de représenter donc le paysage tel qu'il était à l'époque. Ensuite, vous avez la possibilité de reformer, de reformuler ce paysage, donc un paysage vide, un paysage de mémoire avec des arbres. En Australie, vous voyez énormément de forêts pétrifiées, des arbres qui ont été brûlés notamment. Donc on essayait de les regrouper, de faire en fait ce que j'avais vu donc, dans les allées d'arbres en Occident, en Europe, et de transposer tout cela donc, en Australie. J'ai donc fait toute une série de dessins. J'apprécie beaucoup la façon dont cette allée d'arbres attire le regard en fait, sur cette perspective. Et vous avez ensuite cette sorte de désert avec l'intérieur du paysage. Quand vous regardez donc de gauche à droite, vous avez véritablement donc deux visions différentes avec cette ponctuation par ces cratères, donc avec ce bleu absolument extraordinaire. Et c'est très intéressant parce que c'est la base en fait de la conférence également, donc cette allée d'arbres et cette ponctuation. Une autre idée également sur laquelle je travaille depuis quelque temps déjà, il s'agit donc d'un paysage, je pense à Paul Nash notamment, donc, qui fait ces peintures extraordinaires donc, de routes, de voies. Vous avez ce format paysage et en même temps vous avez donc une partie très mystérieuse de la peinture, avec des arbres, avec des buissons, avec des nuages également. Donc quelque chose de très particulier que j'ai essayé de représenter ici avec cette perspective. Donc un paysage qui est plein d'action, qui est vide et en même temps plein. Vide et plein de vide quelque part. Avant que je commence, c'est la première fois que je vois ces textes. Et pour le français, c'est plus facile pour vous parce qu'il y a une bonne traduction qui est mieux que moi lire quelque chose en anglais. Donc, voilà. So, j'ai déjà dit que j'adore les arbres et donc, parce que j'habite sur un. Voilà. OK. So, I have...
Voilà, donc je suis apparemment un des seuls Australiens ici. Je ne suis pas Paul Goff et j'ai l'avantage de pouvoir faire cette présentation donc, en son nom. En fait, le thème qu'il avait choisi, donc, c'est la présentation de 23 peintures. Alors je vais les découvrir avec vous. Uniquement donc en me retournant parce que je ne les ai pas encore vus. Je n'ai pas vu le texte non plus d'ailleurs, donc je vais vous demander d'être très indulgent et je vais devoir de temps à autre accélérer un petit peu, donc ça risque d'être un petit peu difficile à certains moments. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour beaucoup d'artistes britanniques, cette avenue de Middle-Ernest, donc Mandot Obama, est en fait l'épitome de la peinture avec une symétrie ainsi qu'une perspective à point unique, et c'est en fait l'opposé donc des routes habituelles que l'on trouve en Angleterre. Elle représente l'efficacité des méthodes agricoles néerlandaises, belges et françaises, un système politique utilitaire qui place l'autorité entre les mains d'un petit nombre d'élus. À la veille de la Grande Guerre, ces avenues étaient en fait un symbole d'utilisation hyper efficace de l'espace et de nécessité économique. Cette column march, donc la marche des colonnes, est en fait particulièrement importante lors de la Première Guerre mondiale. Des troupes, en effet, ont dû se déplacer le long de ces grandes avenues du nord de la France ainsi que de Flandre, qui étaient plantées d'arbres, un environnement qui renforçait donc le zèle patriotique et la détermination des troupes. Sa qualité de futuriste ou pro-roto-futuriste, Richard Nevinson donc, a capturé la vélocité et le mouvement de cette route. Néanmoins, donc, ce sont les tranchées qui les ont remplacées et la réinterprétation, la représentation du paysage a dû prendre en considération également la nouvelle réalité de la guerre. Sur le chemin du coin de Shrapnel, donc une longue route à travers une large plaine, pas de bâtiments, pas d'arbres, si ce n'est une avenue de peupliers de Lombardie précisément espacée qui se faufilait dans la route. Donc pas de virage abrupt, pas de piste latérale, pas de montée, pas de descente, un chemin donc à ne pas prendre à la légère. La première étape étant évidemment de s'engager à aller jusqu'au bout. Cette allée, cette avenue incarnait l'étrangeté de la France et est devenue rapidement donc, un motif populaire dans les lettres, la poésie ainsi que les dessins. L'exaltation de la marche a vite cédé la place à la fatigue. Une autre route également, donc ici en France, les côtés bordés d'arbres s'étendaient au loin, vers l'avant, dans une perspective qui ne s'arrête jamais pendant plusieurs kilomètres. Il peut y avoir un léger changement de direction, mais en généralement, donc on se retrouve à nouveau donc, dans des lignes droites. Au fur et à mesure que les combats sur le front occidental devenaient statiques, l'imagerie de l'élan donc, a commencé à changer. Et Paul aime le présenter par trois phases, ou en trois phases. Trois choses différentes qui font référence à une rivière. Tout d'abord, vous avez le départ de la rivière, vous avez des proportions ainsi qu'un mouvement vers l'avant. Ensuite, vous avez donc une phase intermédiaire où vous perdez cet aspect. Et ensuite, les méandres donc, de la rivière et ici de la route. Alors, la partie dynamique, tout d'abord. Donc, au départ, nous avons en fait une avenue qui est un chemin direct, une sorte de ligne de chemin de fer de substitution qui permettait aux troupes de se déplacer à une vitesse maximale dans un environnement spatial homogène et sécurisé. La lithographie de Paul Nash, Marching at Night, simplifie donc cette allée et la colonne en bloc géométrique de base. Les troupes à l'avant de la colonne semblent sortir du bord inférieur du cadre, tandis que les peupliers géométriquement simplifiés de l'avenue sont coupés dans un espace pictural profond.
L'étape intermédiaire de l'essoufflement, en fait, à mesure que l'avenue donc approche de la zone de guerre active, elle entre dans une phase intermédiaire beaucoup plus complexe. Vous avez la symétrie des arbres d'une allée qui permettent des lectures picturales diverses. Dans une allée, un rameau manquant ou un tronc d'arbre brisé pourrait donner donc un indice sur la proximité ou la direction éventuellement de la bataille. Cette allée peut également être perçue comme un cadran, une sorte de mesure temporelle indiquant l'empreinte du temps sur le champ de bataille désolé. Et je cite, « Le long des routes volumineuses et veloutées, on roule sous des allées d'arbres et puis la route devient moins veloutée et les avenues de moins en moins belles jusqu'à ce qu'elles soient des squelettes austères, dentés et écaillés dans leur rangée. » En fait, en traversant le champ de bataille en direct, la direction de cette allée change totalement et devient hors propos. L'autorité stratégique est remise en question par la puissance du feu qui dévaste le paysage. Tranchée qui commence à tisser une direction tactique, comme nous le voyons donc dans cette aquarelle qui a été réalisée par l'artiste soldat Edward Handley Reed. Le poète-soldat Hulme a identifié l'évolution de la spatialité du front. En 1915, il écrit sur les changements soudains dans cette sensation, pas toujours dans l'apparence du paysage. Et on sait à ce moment que certaines routes nous amènent à l'abîme. Au cours de cette étape intermédiaire, de nombreux artistes, écrivains, poètes, observateurs ont vu comment la ligne formelle d'avenue, autrefois puissante, était en fait brisée. Cette disposition axiale des avenues formelles était déformée et il n'en restait en fin de compte pas grand-chose. Dans les jardins formels des châteaux désolés, elle avait tout simplement disparu, cette énergie s'était dissipée dans l'inertie d'un paysage devenu désertique. Si une avenue dénudée pointait techniquement dans la mauvaise direction, elle devenait tout simplement non pertinente. Vous avez ici donc une aquarelle de Ian Strang, The Man in Road with Tanks. Donc on voit le mouvement des blindés le long de la route et montre que l'orientation de la route en fait n'a absolument aucune incidence sur le paysage. Il y a maintenant de nombreux sentiers ou chemins qui traversent le champ de bataille, pas seulement donc la seule route dynamique qu'implique l'avenue. En traversant le champ de bataille, l'avenue est en fait rasée avec des arbres brisés, la rectitude perdue et toute proportion disparaissant dans le décor. Enfin, le stade avancé. Le seul sentier à travers le paysage prenait désormais la forme de longues pistes de bois noircies, chaque pièce posée côte à côte, flottant sur la boue liquide. Des pistes de velours côtelé serpentaient à travers le champ de bataille. On y retrouve uniquement donc le gris, une grisaille sans espoir, un paysage sans couleur, la dévastation tout simplement. Rien qui n'ait été supprimé, uniquement donc les traces de caillebotis, les bandes blanches brisées, la route en velours côtelé sur cette mer de boue trouée par des obus. La peinture du saillant d'Ypres de l'artiste Ginet est une métaphore précise de l'inertie du désespoir. On a en effet donc l'impression d'être dans l'étape terminale ou la dernière étape de l'avenue broyée, donc une sorte de ruban perdu d'eau stagnante et apathique. Après la guerre, cette avenue se développa à nouveau comme un motif puissant. Cette fois-ci, donc, il ne s'agit plus d'une guerre, mais plutôt d'une ligne de paix, un lieu de mémoire. La peintre canadienne, plutôt Mary Hamilton, l'a décrit comme une iconographie de la tristesse, des causes perdues ou tout simplement de l'inutilité. D'autres voyaient dans cette avenue des possibilités poétiques beaucoup plus exaltantes. Pour de nombreux combattants, en effet, l'allée d'arbres était considérée comme le mémorial le plus approprié pour les camarades tombés au champ d'honneur. L'officier Alexander Douglas Gillespie
écrit donc en 1916 qu'une fois la guerre terminée, les gouvernements français et anglais devraient construire une longue avenue entre les lignes allant donc des Vosges jusqu'à la mer du Nord. Il s'agirait, selon lui, de faire une belle et large route sur le No Man's Land entre les lignes avec des chemins pour les pèlerins à pied et de planter des arbres pour l'ombre ainsi que des arbres fruitiers pour que le sol ne soit pas simplement considéré donc comme du gaspillage. Mais la vision de Gillespie, en tout cas d'une sorte de voie sacrée, n'a pas été reprise en dépit de l'enthousiasme manifesté par la presse notamment. Mais cette idée donc, de marquer ainsi la longueur de l'ancien front occidental a péri avec lui dans le vide informe des tranchées. Merci beaucoup donc au nom de Paul Goff.